La voix du cœur, en fait, elle est très difficilement audible quand on est dans la tête, quand il y a toutes les limitations du mental, de l'ego qui sont présentes. Et pour moi, guérir, c'est mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de la noirceur, de l'obscurité. C'est mettre de la lumière là où il y a les souffrances, les démons, les monstres, qui, si ils ne sont pas adressés, vont venir souvent faire toc toc, je suis là. Tu pensais que tu m'avais mis dans un cachot bien enfoncé, mais eh ben non. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Carl Gustav Jung a dit « On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Pour cet épisode, j'accueille Adélaïde Clarvine, psychothérapeute transpersonnelle, professeure de yoga et grande passionnée des plantes médecines. Comment amener de la lumière sur nos parts d'ombre ? Comment revenir dans nos sensations ? Et qu'est-ce que ça veut dire, guérir ? On en parle tout de suite avec Adélaïde dans cet épisode passionnant. Bienvenue Adélaïde, bienvenue dans cet épisode. Alors ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que la psychologie transpersonnelle ? Je trouve que c'est pas un mot où on se dit je sais ce que c'est tout de suite en l'entendant. Donc est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur le sens ? Qu'est-ce que c'est ? Comment ça peut nous aider ? Oui, bonjour Camille, merci pour ton invitation aujourd'hui. Alors, la psychologie transpersonnelle, c'est une psychologie de la conscience. C'est une psychologie qui prend en compte toutes les dimensions de l'être humain, c'est-à-dire physique, émotionnel, psychologique, mais aussi énergétique et spirituel. C'est une psychologie qui vient de la lignée du courant humaniste de Carl Gustav Jung et qui a été notamment créée par Stanislas Grof. Ouais, il y a Abraham Maslow et Stanislas Grof, Oui. je crois. Voilà, et la psychologie transpersonnelle, et ça, c'est ce que je trouve super intéressant, elle intègre, en fait, si j'ai bien compris, tu me corriges si je dis des bêtises, elle intègre aussi les grandes traditions spirituelles. Et ça, c'est assez nouveau d'aller, en fait, chez un psy, finalement, et d'avoir ce côté spirituel. C'est rare. Donc, elle intègre les grandes traditions spirituelles, notamment les traditions qu'on peut trouver en Inde, en Asie, les traditions orientales, finalement. Toi, avant d'être thérapeute, tu étais professeur de yoga. C'est quoi le lien pour toi entre le yoga et la psychologie ? Comment est-ce qu'on arrive de prof de yoga à thérapeute ? Je pense que ce qui est au cœur de tout ça, c'est la pleine conscience. C'est vraiment cette idée qu'on n'est pas limité à quelque chose, à une construction psychique, euh, égotique, entre guillemets, humaine. On n'est pas limité que à ça, en fait. C'est qu'il y a une dimension plus grande de soi. C'est ce que promeut beaucoup de ces grandes spiritualités que tu as nommées. C'est une libération de l'imitation, je l'appellerais comme ça, de l'imitation interne qui en fait nous empêche d'avoir accès à notre nature profonde, à nos valeurs, à nos vertus profondes que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la paix, la joie. Et quand j'ai commencé le yoga, en fait, ça m'a apporté beaucoup de bien-être intérieur, physique, mais aussi émotionnel, un espace, de plus en plus d'espace à l'intérieur. Et puis, j'ai commencé la méditation au même moment aussi, de façon assez intensive. Donc, tout ça m'a donné accès à des choses que je ne savais même pas qui existaient avant ça. Et donc, c'est comme, moi, je dis souvent, le yoga, c'est une belle porte d'entrée, en fait. C'est que souvent, en plus, les gens viennent pour quelque chose de très physique, même parfois un peu limite sportive. Et en fait, ils trouvent beaucoup plus que ça. Et donc, c'est une bonne porte d'entrée pour s'ouvrir sur quelque chose de nouveau en soi.
Et donc, après des années et des années de pratique de yoga, de méditation, alors ouais, c'est intéressant parce que c'est vraiment pour moi le sujet de toute ma vie maintenant, de ces 10 dernières années. C'est vraiment le lien entre spiritualité et psychologie. Parce qu'en fait, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais atteint donc beaucoup de guérisons grâce à la spiritualité, la méditation, le yoga. J'avais traversé beaucoup de choses, compris beaucoup de choses, travaillé, je pense, je m'étais libérée de beaucoup de limitations, etc., justement. Mais je suis arrivée à un point où, en fait, je me suis sentie limitée. C'est drôle d'utiliser ce mot limité. Je suis arrivée à un point où je n'arrivais plus à avancer toute seule, en fait. Et que je sentais que les limitations que je rencontrais étaient plus d'ordre psychologique, pour le coup. Et donc, j'ai commencé à avoir un psychothérapeute transpersonnel. Après avoir essayé d'autres psychothérapeutes, justement, qui comprenaient rien à ce que je racontais. Et c'était horrible parce que je leur parlais, voilà, de énergie, d'énergie, de ce que je vivais dans mon monde intérieur, dans mon être, etc. Et en fait, il y avait un problème de langage, quoi, vraiment, entre ces personnes et moi. Et j'étais très frustrée, j'arrivais pas à trouver le support dont j'avais besoin à ce moment-là. Et quand je suis tombée sur ce psychothérapeute transpersonnel, ça a été comme, genre, vraiment une révélation. Je me suis dit, mais il y a quelqu'un qui comprend tout ça, tout ce que je lui raconte, en étant quand même psychologue, psychothérapeute. Et ça m'a tellement aidée que après ça, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux faire ça. Est-ce que j'ai trouvé que ça alliait vraiment les deux choses qui sont pour moi fondamentales, en fait, c'est d'allier la spiritualité et la psychologie ensemble. Pour moi, une psychologie sans spiritualité, ça n'a aucun sens. Et la spiritualité sans un peu de psychologie pour, voilà, intégrer, incarner nos expériences et tout ça, bah, c'est limité aussi, en fait. C'est rigolo parce que souvent les personnes, elles passent d'abord finalement par tout peut-être un parcours de thérapie ou la psychologie avant de s'ouvrir à des choses spirituelles. En fait, toi, c'était un petit peu l'inverse. Tu avais tout cet aspect spirituel et tu t'es dit, en fait, je veux l'intégrer dans la matière et donner un petit peu une base. C'est intéressant. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans une séance de psychothérapie personnelle? Alors, je sais que on a parlé un petit peu toutes les deux, tu m'as dit il n'y a pas de déroulé fixe. Je comprends bien que ça s'adapte à chaque personne. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui reviennent ou voilà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, si j'arrive dans une séance de psychothérapie personnelle, comment ça va se passer? Transpersonnel. Transpersonnelle. Alors, bon, chaque thérapeute a un peu son propre cadre et son propre déroulé. Tout simplement, en fait, on va arriver, faire connaissance. Ça se passe face à face, assis dans un cabinet et on échange, en gros. Il y a un échange. Donc, moi, je peux intervenir, partager des choses que j'ai, des expériences, des connaissances ou des concepts. Et puis, je vais faire des propositions, en fait, au fur et à mesure des séances, d'exercices ou d'exploration qui sont généralement liées à la sensibilité propre du thérapeute qui est dans la pièce avec la personne. Et, pour moi, en ce qui me concerne, ça va être l'utilisation de relaxation, méditation, exercices corporels. Ça peut être des genres de petites constellations, des exercices pas mal physiques, en fait, parce que c'est vrai que, voilà, comme tu l'abordes beaucoup, en réalité, beaucoup de choses se passent dans le corps et beaucoup de gens sont très coupés, en fait, de leurs sensations physiques. Et donc, il y a beaucoup de travail autour de, voilà, déjà juste sentir. Sentir. Qu'est-ce que ça fait là dans ton corps? Comment ça se passe? Où est-ce que tu peux me décrire la sensation, etc. Et en fait, par l'exploration du corps, des émotions dans le corps, on va dire, ou des traumas dans le corps, ou de toutes ces choses-là qui sont logées dans le corps, on va pouvoir petit à petit avoir accès, enfin découvrir. En fait, moi, je découvre le chemin de guérison des personnes. Je suis comme une accompagnatrice, en fait, sur le chemin de guérison de la personne. Et c'est elle seule qui sait ce qui va être bon pour elle ou ce qui va l'aider à guérir. Tu peux nous donner un exemple d'exercice qui inclurait le corps?
Oui, oui, mais tout simplement, en fait, par exemple, la personne va être en train de parler, raconter, oui, parce que quand j'ai vécu ça, c'était très difficile. Dès que je vais sentir, en fait, que la personne touche ou va parler de quelque chose qui la touche, je vais l'inviter à me dire: «Et là, où est-ce que ça se passe dans ton corps? Qu'est-ce que tu sens là maintenant tout de suite?» Donc même tout seul, on peut très facilement se relier à ça de: «Ouh là, je sens qu'il y a quelque chose, qui s'agite intérieurement», on va dire ça comme ça. OK, où est-ce que j'ai mal ou où est-ce que j'ai une sensation désagréable, en fait, dans mon corps? Ça peut être dans le cou, ça peut être dans le ventre, dans les voilà, n'importe où, en fait. Sur la tête, souvent, c'est ces parties-là quand même, tout ce qui est poitrine, et cetera et de juste amener de la conscience déjà à cet endroit-là, d'amener de la respiration à cet endroit-là, ça fait beaucoup de bien. Après, j'ai des exercices plus concrets. Par exemple, c'est vrai que pour l'anxiété, j'ai tendance à recommander, enfin, il y a 2 choses. En fait, quand on est anxieux, souvent, ce que je remarque et ce que je dis souvent aux gens, c'est hop, l'énergie, en fait, elle monte vers le haut et en fait, de rien que se reconnecter aux racines, aux pieds, de redescendre dans les pieds, sentir la terre sous les pieds, le contact du sol, l'arrière du corps aussi. J'invite souvent les personnes à vraiment sentir l'arrière de leur corps et en fait, ça les fait c'est pareil, ça monte et ça avance vers l'avant souvent donc de juste se reculer un petit peu intérieurement, redescendre un petit peu, vers les pieds et les jambes, ça va tout de suite déjà calmer le système nerveux, calmer, la crise ou le stress à ce moment-là et de vraiment revenir dans: «OK, où est-ce que je suis là maintenant tout de suite?» Genre, est-ce que là maintenant tout de suite je suis vraiment en danger ou pas réellement? Et de juste et moi des fois je fais vraiment de façon très pragmatique, genre: «OK, je suis dans ma chambre, je suis sur mon lit, il y a ma couverture, je peux toucher la couverture, elle est en coton». Enfin, en fait, de vraiment revenir vraiment, vraiment dans le moment présent par, des choses très réelles autour de soi et en fait, de se rappeler genre: «OK, là, maintenant, tout de suite, tout va bien». Genre, juste, je vais pas mourir tout de suite, ça va aller et de voilà, de recommencer à partir de là. Après, bon, c'est très difficile, hein, pour les gens qui sont très, 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 très anxieux. Ça demande quand même plusieurs séances évidemment, ça va être des exercices sur, comme je crois tu l'as déjà nommé, voilà, souvent les traumas sont liés à l'enfance, donc l'enfant intérieur. Comment est-ce que je connecte avec lui déjà intérieurement? Je le sécurise, je m'occupe de lui, je lui dis qu'il est en sécurité en permanence. Rassurer, 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 rassurer. Petit à petit, en fait, la confiance et la sécurité se fait. Mais c'est vrai que c'est un processus qui peut prendre du temps. C'est pas simple de faire ça rapidement, quoi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis avec les sensations. Effectivement, moi, je pense à ça un petit peu comme quelque chose qui est simple, mais qui est pas facile en fait. Mais en fait, on vient vraiment jouer sur le cerveau. Il y a le docteur Dan Siegel qui a voilà nommé cette méthode. Il dit name it to tame it. En fait, c'est vraiment ça, le fait juste de nommer les sensations. En fait, ce que ça fait, c'est que ça descend l'activation de l'amygdale et ça active ce cortex préfrontal qui nous permet voilà, d'être dans le présent. Et en fait, le cortex préfrontal, c'est un perroquet de l'amygdale. Et donc, il y a cette boucle, en fait, entre les deux. Et le fait de Mmh. nommer les sensations, ça vient comme, voilà, arrêter cette boucle et faire descendre l'activation de l'amygdale. Donc, c'est super, super intéressant. Et aujourd'hui, on peut l'expliquer aussi scientifiquement, ces exercices-là. Donc, c'est assez, ouais, c'est assez récent. Mais effectivement, c'est ce que tu dis. C'est simple, mais c'est pas forcément facile quand on est dans Ouais, cet état-là. c'est sûr, c'est un challenge. Mais plus on s'exerce, je dis toujours, même si tu arrives à être moins anxieuse 1 seconde, 2 secondes, en fait, c'est déjà 1 seconde, 2 secondes, la prochaine fois, ce sera 10 secondes, la prochaine fois, ce sera 15 secondes et en fait, de s'exercer, c'est un peu comme un muscle, et en fait, de pouvoir, pratiquer le plus possible, c'est ça qui va muscler, en fait, la redescente, le calme. Mmh. Ouais, exactement. Muscler, le calme, c'est une belle expression Muscler le ça. calme. Et il y a une autre, pratique qui est pas super évidente. Tu as dit que tu avais, médité,
super activement, même pas assez activement, très activement pendant des années. Et la méditation, c'est quelque chose qui n'est pas facile quand on est hyper anxieux. Donc, toi, quand tu accompagnes des personnes qui ont de l'anxiété à des moments ou qui ont de l'anxiété sur des périodes plus longues, comment est-ce que tu amènes la méditation? Parce qu'il y a toujours, moi, je trouve qu'il y a toujours ce risque avec la méditation, et c'est ce que j'ai ressenti, moi, à des moments de ma vie où l'anxiété était vraiment très forte. J'avais vraiment cette sensation que j'allais me noyer, en fait, que les vagues de l'anxiété, elles allaient être tellement énormes que j'allais me noyer dans les vagues, en fait. Et du coup, j'y allais même pas à la méditation. Mais du coup, j'avais pas vraiment de moment dans la journée où je redescendais finalement. Et la méditation, ça peut nous donner ça, mais comment tu l'amènes pour pas que ce soit qu'on se sente dépassé, en fait? Franchement, je pense que aller plus vers des visualisations au début, c'est-à-dire quelque chose qui nous emmène dans une visualisation. Ça va être plus facile peut-être que genre d'observer les pensées, par exemple, ou d'observer, même les sensations dans le corps. Parce qu'en fait, c'est vite vu comme quelque chose de très ennuyeux pour le cerveau, les sensations dans le corps, et en fait, il a vite genre: «Ouais, bon, OK, c'est génial ce que tu fais, mais on s'en fout, en fait, c'est pas intéressant» et tu. Alors qu'une visualisation, c'est vrai que moi, souvent, j'essaye quand même, enfin, si j'ai envie d'utiliser un petit peu la relaxation ou la méditation pour les patients qui font de l'anxiété, ça va vraiment être plus comme un voyage où je vais les emmener quelque part dans un espace ressource, avec beaucoup d'images, beaucoup de sensations, les odeurs, les couleurs, enfin, et en fait, du coup, ça va permettre un ancrage. Enfin, alors après, j'ai pas fait d'études, hein, là. Tout ce que je te dis, c'est plus, ce qui intuitivement, me viendrait, en fait, pour pouvoir déjà poser un peu quand même les pensées et tout ça, pour pouvoir descendre dans le corps et avoir, cette soupape, en fait, entre, la vague, comme tu dis, et pouvoir aller, dans les sensations. En fait, quand tu es dans la vague, c'est vrai que c'est quasiment impossible, en fait, d'aller dans les sensations physiques. Enfin, c'est très difficile. Donc de visualiser, je trouve, des choses qui sont sécurisantes, englobantes, calmes, ça peut beaucoup aider. Mmh. Et du coup, ça me fait penser aussi ça, au breathwork. Tu sais que moi, je suis une grande adepte du breathwork, et dans le breathwork, il y a aussi vraiment la musique qui nous porte. Mmh. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le nerf vague, il passe dans l'oreille, et du coup, la musique, elle est vraiment très Mmh. régulante aussi. Toi, tu as fait l'expérience du breathwork. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter ton expérience pour le coup? Est-ce que tu le conseilles aussi à certains patients? Qu'est-ce que tu en penses de cette pratique-là? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, Stan Grof, il a créé la respiration, holotropique, qui est aussi une façon de respirer, en fait, qui est un petit peu différent que certains breathwork, mais qui est essentiellement de rentrer dans un état de conscience élargi, grâce à la respiration. Et oui, oui, c'est un outil, fantastique. Moi, mon expérience, elle est j'aime beaucoup les respirations. En fait, ce que je comprends que ça a créé, c'est aussi, enfin, un point de vue spirituel, un petit peu, c'est aussi que ça fait tomber, certaines barrières, justement, certaines limitations, certaines barrières de l'ego, de la structure psychique, mentale, et donc ça permet d'avoir accès tout simplement à un état de conscience plus large, plus, dans l'unité, dans ce dont je parlais tout à l'heure, plus, voilà, qui est un espace qui est nous, dans ce qu'on est, dans nos valeurs, dans nos vertus intrinsèques humaines, c'est-à-dire, encore une fois, l'amour, la joie, la compassion, et ça va nous permettre d'avoir plus facilement accès à ces émotions-là, à ces choses-là, de toucher, et beaucoup de personnes qui font des respirations vont dire: «Ah, mais j'ai ressenti tellement d'amour ou tellement de paix ou un bien-être tellement grand ou tellement de joie, tellement de beauté». C'est parce que en théorie, on pourrait avoir accès à ça tout le temps. C'est juste qu'il y a, des couches par-dessus, en fait, et le breathwork, nous permet de lever ces couches-là, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Donc Mmh. c'est magique. Du coup, les ondes cérébrales, elles changent en breathwork. Ça, c'est un petit peu l'explication finalement la plus terre à terre scientifique. On passe des ondes bêta à des ondes θ, alpha, delta. Et donc, c'est ça l'état modifié de conscience, ou est-ce que toi, tu as une autre définition? Parce qu'on en parle pas mal de ces états. Stanislas Grof, je crois qu'il parlait des états non ordinaires de conscience. On dit aussi Oui, des états modifiés de conscience. Qu'est-ce que c'est en fait? qu'est-ce que c'est? C'est juste un accès
à une partie différente, en tout cas, de notre cerveau, si on veut rester très terre à terre. Ouais. Moi, je dirais à notre dimension spirituelle, comme je disais juste avant, mais qu'est-ce qui est ordinaire et non ordinaire, en fait, c'est ça qui est drôle aussi dans la question. Et ouais, c'est juste, ça fait tomber l'ego, quoi. Mais après, bon, l'ego, en tant que. Il y a plusieurs définitions de l'ego. Donc, dans le spirituel, on définit l'ego comme tout ce qui sépare, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas vertu, en fait, intrinsèque. Donc, je parle de cet ego-là, en tout cas. Donc, c'est pas quelque chose de mal, l'ego, en fait. C'est juste quelque chose qui sépare. C'est sa nature. Okay. Il fait pas forcément exprès, mais sa nature, c'est de séparer, c'est de nous faire oublier qu'on est l'unité. Et quand on passe dans un état modifié de conscience, du coup, on peut revenir à cette union. Oui. Et le yoga, ça veut dire union, d'ailleurs. Oui, ouais, tout à fait. Et donc, ouais, et aujourd'hui, on parle pas mal, je sais que dans les milieux spirituels, on parle pas mal de plantes aussi, on parle pas mal d'ayahuasca notamment, il y a beaucoup de reportages là-dessus maintenant qui sont plus ou moins, plus ou moins alarmants ou plus ou moins positifs. Donc l'ayahuasca, c'est une décoction de plantes originaire d'Amérique du Sud et qui nous ouvrirait du coup à d'autres dimensions. Selon toi, donc, on en a parlé, les états de modifiés de conscience, finalement, ça nous permet de revenir à cette union et c'est en ça que ça nous aide à guérir, en fait. Est-ce que guérir, c'est revenir à cette union, pour toi? Alors, l'utilisation des plantes, que ce soit, oui, champignons ou ayahuasca, etc., fait le même effet à peu près quoi, que la respiration, quelque part, fondamentalement. Elle va faire tomber, pareil, ces couches-là dont on parlait, c'est comme si on avait un premier niveau qui est très, voilà, la structure psychique, l'humain, l'incarnation, le moi, le petit moi, on va l'appeler aussi en psychologie, et que ben, d'un seul coup, on va avoir accès à juste quelque chose qui est plus grand, plus vaste, qui est relié en fait. On est tous reliés, on fait partie de la nature, on est relié à la terre, on est relié au cosmos. C'est juste une dimension plus grande qu'on appelle le soi souvent, avec un grand S. Et donc, les plantes médecines vont pouvoir nous permettre, pareil, d'avoir accès à cette dimension-là en fait, qu'on a oublié quelque part, ou qu'on a tendance à oublier d'ailleurs encore et encore et encore. Et donc, moi, ce que j'aimais bien dire, c'est que, ce que j'aime bien dire encore aujourd'hui, c'est que c'est le cœur qui sait là où on a mal, en fait. C'est pas la tête. Sauf que le cœur, on l'entend pas la plupart du temps. On peut l'appeler aussi, voilà, l'intuition, la petite voix, la voix du cœur, en fait, elle est très difficilement audible quand on est dans la tête, quand il y a toutes les limitations du mental, de l'ego qui sont présentes. Et du coup, pour moi, guérir, c'est mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, de la noirceur, de l'obscurité. C'est mettre de la lumière là où il y a les souffrances, les démons, les monstres, les cauchemars, qui, si ils ne sont pas adressés, vont venir souvent faire toc toc, je suis là. Tu pensais que tu m'avais mis dans un cachot bien enfoncé, mais eh ben non. Et qui vont revenir, 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 revenir en permanence. Et les gens sont souvent, mais je comprends pas pourquoi je vis encore ça, pourquoi je me sens encore comme ça, etc., etc. Et en fait, c'est parce que s'ils sont pas adressés et qu'on va pas mettre de la lumière sur, entre guillemets, ces monstres-là, ils vont continuer à revenir, en fait. Sauf qu'aller mettre de la lumière à partir du mental, enfin, je pense, peut-être c'est ma croyance en tout cas, que c'est pas vraiment possible. Paradoxalement, le mental, lui, il a pas vraiment envie que tu guérisses. Donc, c'est le cœur qui va pouvoir mettre cette lumière, cette guérison, cet amour, cet accueil sur ces monstres et cette ombre-là. Et quand on est dans un état de conscience élargi, tout simplement, ou non ordinaire, ou le mental, c'est comme si limite il disparaît un peu en fait. Donc d'un seul coup, il reste le cœur, et là le cœur il a tu peux m'entendre. Il y a tout ça, tu as eu mal là, tu as eu mal là. Regarde, c'était difficile à cet endroit-là, mais regarde comme en même temps, c'est beau, tu es une personne merveilleuse, et ci et ça. Et en fait, du coup, ça va ouvrir à plein d'amour et de bienveillance envers soi-même et d'accueil envers soi-même. Et c'est ça qui soigne, c'est ça qui guérit, en fait.
Mmh. Ça me fait penser, je crois qu'il y a une citation de Carl Gustav Jung justement qui dit quelque chose comme on ne devient pas lumineux en regardant la lumière, on devient lumineux en regardant l'ombre, quelque chose comme ça. Donc Ah, c'est beau ça, je c'est connaissais pas. exactement ça. Ouais. Et ce que tu dis, ça me fait aussi penser aux travaux de Joe Dispenza, où lui, il mesure vraiment avec des encéphalogrammes ce qui se passe dans le cerveau des gens, et notamment des personnes qui méditent. Et il expliquait ça d'une façon, ce que je trouvais très intéressante, où il disait, en fait, quand vous êtes dans cet état de méditation, justement, il y a toutes ces pensées, un peu tout ce garbage, en fait, hein, cette pollution mentale qui est plus là. Et puis, le cerveau, il se dit, oh, super, Camille, elle est partie, on va mettre de l'ordre là-dedans. Et c'est là qu'on voit que les ondes cérébrales deviennent beaucoup plus régulières. Et c'est intéressant, en fait, c'est ce que tu dis, quand le mental, finalement, on peut le mettre un petit peu de côté. C'est là où ça se passe, en fait. Exactement. Alors, j'avais lu quelque chose aussi, que donc pour les psychologues du transpersonnel, finalement, ce que vous dites, c'est que aucune expérience humaine peut être écartée sous prétexte qu'elle peut pas exister. Donc, et moi, ça, je trouve ça fantastique. Donc, ça veut dire que c'est, par exemple, toutes les expériences, même les expériences dont on se souvient pas, et ben toi, tu les prends en compte. Par exemple, j'avais vu une vidéo de Stanislas Grof où il parlait même de personnes qui revivaient l'expérience de leur conception. Donc pas la naissance, hein, la conception, l'expérience de leur naissance aussi, les expériences de nos vies passées éventuellement, les personnes qui ont aussi ces expériences de mort imminente. Enfin, tout ça, en fait, est pris en compte. Donc, tout ça, on peut t'en parler. Tout à Et, fait. ouais. Et comment tu travailles, toi, avec ces expériences-là? Comment est-ce que tu les intègres? Alors, en fait, c'est juste que je reste très ouverte, quelle que soit l'expérience de la personne en face de moi. Donc, si elle me dit, voilà, j'ai connecté avec une vie passée, j'étais ça et puis ça m'a fait vivre ci et en fait, si je comprends mieux ça, nin en fait, ce que je vais d'abord une des premières questions que je vais lui poser, c'est: «OK et ça te fait quoi, du coup, de savoir ça?» «Ben, ça me fait vivre ci, ça me fait vivre ça» et ça se passe où dans ton corps quand tu fais ça? En fait, c'est presque entre guillemets, que ce soit vrai ou faux, ou qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ce sont des prétextes un peu, en fait, pour sentir parce que si elle le dit, c'est que c'est vrai pour elle et c'est ça qui compte, en fait. Enfin, moi, ce que j'en pense, on s'en fout. Ce que je crois, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser ce que la personne amène pour voir, ben, qu'est-ce que ça te fait, en fait? Qu'est-ce que ça te fait sentir et ça te rappelle quelque chose? Et en fait, souvent, bah, ça va résonner avec quelque chose d'autre dans leur vie actuelle, en fait, où ça va rebondir sur autre chose, ça va leur faire penser à un autre truc. Enfin, en fait, il y a de l'association d'idées, il y a un déroulement, si tu veux. En fait, c'est comme si tu me donnes un fil et je vais dire: «Ah OK, bah, pourquoi pas ce fil-là, quelle que soit sa couleur et puis on va tirer dessus. Bah, viens, on va tirer dessus, voir ce qu'il y a derrière, en fait» et donc à partir de ça, c'est OK, enfin, tout est OK dans ce que la personne a amené et en fait, c'est à quel niveau ça se situe. En fait, si quelqu'un vient et commence à me raconter justement: «Oui, moi j'ai vu, tant de voyantes, on m'a dit ci, on m'a fait ça, j'ai fait dans une précédente vie, j'ai vécu ça, mais bon, j'étais ci et puis dans cette vie-ci, il m'arrive ça et puis j'ai des entités qui m'arrivent sur moi tout le temps et nin nin nin». Je vais être là: «OK, est-ce que aussi à quoi est-ce que ça te sert?» Et ça, c'est une question importante à se poser aussi, c'est est-ce que ça te sert d'avoir ces informations-là ou ces croyances-là, en tout cas, dans ta vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui crée plus de peur, plus de mélange, de déracinement avec la réalité? Enfin, en fait, c'est important de se poser ces questions-là aussi, sans jugement aucun sur l'essence de la chose que la personne amène, mais vraiment de juste aussi observer que parfois ça peut être ce qu'on appelle les bypass, les échappatoires spirituels et que du coup ça devient complètement déconnecté de quelque chose qui est senti justement et qui est attaché à quelque chose qui s'ancre dans le corps et que du coup ça reste quelque chose de très mental et que ça sert à rien à part créer encore plus de confusion, encore plus de perte de repères en fait. Donc ça, c'est un des indicateurs auxquels je fais très attention aussi, c'est-à-dire qu'il y a un accueil inconditionnel de ce que la personne a amené dans l'espace et je vais être attentive à de quel endroit elle me raconte tout ça aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu, senti, que je sens qui vient justement de quelque chose de vraiment, profond en elle? Ou est-ce que c'est des choses qui resteraient mentales? Et dans ce cas-là, selon ce que je ressens, je vais aborder la question différemment. OK.
Ouais, mais c'est vrai que moi, en lisant ça, en fait, que vraiment toutes les expériences peuvent être accueillies, je me disais, mais c'est vraiment génial. Alors, c'est rigolo, je rebondis sur ce que tu dis, parce que moi, il y a des moments où j'ai l'impression de ressentir dans mon corps ou peut-être dans ma tête, je sais pas trop parfois, des choses qui m'appartiennent pas. Mais du coup, j'essaie pas de chercher si c'est la pleine lune, mes vies antérieures, mon karma, machin. Je me dis juste, ah, là, il n'y a pas vraiment d'explication dans ma vie aujourd'hui de pourquoi je ressentirais ça. J'imagine que ça m'appartient pas. Et ça, c'est quelque chose qui est source de soulagement pour moi. Et du coup, je me dis, bon, Mmh. bah, c'est positif, c'est OK, j'ai pas besoin trop de savoir le quoi du comment, mais j'imagine que ça m'appartient pas et j'avance, je le Mmh. ressens, j'essaye de le relâcher si c'est mûr, un petit peu comme la pomme qui tombe de l'arbre, c'est mûr pour être relâché et j'avance. Donc, c'est aussi intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à une amie que j'ai qui, elle, oui, se réfugiait dans énormément de choses comme ça spirituelles, à aller toujours chercher des trucs de karma, de vie antérieure, Mmh. mais en fait, concrètement, elle était dans un espèce de cercle vicieux et il y a rien qui avançait dans sa vie. Elle était toujours avec les mêmes peurs, toujours aussi coincée, toujours aussi contractée. Et c'est ça aussi qui m'a vraiment... En fait, j'ai assisté à ce que c'était. T'appelles ça les échappatoires spirituels, c'est ça en Mmh. français, le Mmh. spiritual bypassing. Donc, les échappatoires spirituels. Et du coup, j'aimerais parler un petit peu de ça. Je sais que c'est un de tes sujets de prédilection. Donc, l'échappatoire spirituel, c'est quoi finalement? C'est ça, c'est quand on va chercher tous ces éléments et puis qu'en fait, ça ne nous sert pas C'est concrètement. un mécanisme de défense, d'évitement, qui est utilisé pour éviter de sentir les souffrances, psychologiques en utilisant des croyances, des concepts, des idées spirituelles, en fait. Par exemple, quelqu'un, va me dire, «Oui, j'ai été, vraiment, maltraitée par, ma mère, c'était horrible, elle était vraiment méchante avec moi». Mais bon, c'est karmique, hein, entre nous. C'est comme ça, c'est genre on est des âmes, on se connaît depuis super longtemps, ça fait plusieurs vies qu'on voyage ensemble et cetera. OK, donc moi souvent je dis: «Oui, OK, peut-être, sûrement, il y a enfin, j'ai aucun problème avec le karma» et ça, c'est vraiment un de mes petits mots magiques, en fait, c'est le «et» qui est unificateur et pacificateur dans l'équation. Parce que si je dis, «Oui, OK, c'était le karma, mais bon, heu, qu'est-ce que ça t'a fait sentir d'avoir une mère qui t'a fait souffrir?» Et en fait, il y a quelque chose qui coupe à cet endroit-là, qui moi me va pas du tout parce que c'est pas coupé, en fait. C'est vraiment les 2 dimensions pour moi qui coexistent au même moment. C'est-à-dire que oui, OK, c'est quelque chose de karmique, c'est quelque chose qui est là, donc qui peut-être est juste pour ce que tu avais à vivre dans cette vie-ci et cetera et et en même temps, bah, ça fait mal, quoi. Enfin, je veux dire, dans ton humanité, dans ton enfant qui aurait voulu une maman, tendre, aimante, et qui était méchante, violente, c'est dur, quoi, c'est dur et en fait, du coup, il y a rien qui nie l'un ou l'autre. J'intègre les 2 réalités, en fait, qui existent au même endroit. Oui, on peut avoir une dimension spirituelle qui se dit: «Bah, je suis plus grand que ça, donc je peux, prendre de la distance et l'intégrer et me dire que, bah, c'est la vie, c'est comme ça, c'est juste et je vais l'utiliser pour en faire quelque chose de mieux», mettons. Ça, c'est un des concepts, OK, très bien et il faut pas que ça nous empêche d'aller sentir ce que ça à quel point ça nous a fait mal. Parce que l'enfant, lui, il a eu mal. Il y a pas d'idée, spirituelle derrière, qui va l'aider, en fait et tant qu'on n'aura pas été se dire: «Bah, oui, lui, il a eu mal» et qu'on n'est pas allé sentir dans le corps vraiment, là où ça a fait mal à l'époque, en tout cas, il y aura pas de résolution, en fait. On aura beau se dire: «Oui, mais tout est juste, c'est comme ci, c'est comme ça, oui, mais ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui». Oui et ben, non, on aimerait que ce soit pas passé comme ça aussi d'une certaine façon et puis du coup, ça va venir aussi, résoudre intérieurement un petit peu des paradoxes par rapport à ce qui peut se passer dans le monde. C'est-à-dire que quand on me dit, enfin, quelqu'un peut pas venir me dire: «Bah oui, mais c'était un enfant, je sais pas, violé par ses parents et ça». «Bah oui, mais c'était son karma, sa vie». Excuse-moi, OK, peut-être et en même temps, ça devrait pas arriver, en fait. Enfin, on va tout faire pour que ça se reproduise plus. C'est pas parce que, ben, ça a fait la personne qu'elle est aujourd'hui
Enfin, en fait, ça peut pas résoudre tout, quoi. Et en même temps, de mettre ce et au lieu du mais, c'est ça qui, pour moi en tout cas, me porte beaucoup dans mon espace thérapeutique et même intérieurement. En fait, ça a été une grande guérison pour moi d'avoir ce et inclusif et unificateur parce que c'est comme si avant ça, j'avais 2 parties de moi qui se comprenaient pas en fait, qui étaient là: «Mais il faut accueillir toute la souffrance dans le monde, tout est beau, tout est magnifique». Oui, mais non, c'est horrible tout ce qui se passe, enfin, genre, c'est insupportable, faut se battre, quoi. Et en fait, les 2 étaient toujours en constante lutte jusqu'au jour où, en fait, moi, je me suis beaucoup intéressée à la physique quantique et qui dit, qu'il y a plein de réalités qui coexistent, au même instant, au même moment, et que l'un et son contraire peut, coexister complètement, en fait. Et ça m'a beaucoup aidée. Et tu m'avais raconté un travail que tu avais fait, je crois, où tu as pleuré pendant toute une matinée. C'était quoi? Sur le Oui, monde? oui, et bah, ça c'était magnifique. C'est le travail qui relie de Joanna Macy. Tu veux bien nous en dire un C mot? Ouais, c'est une branche de la psychologie qui s'appelle l'éco-psychologie et en fait, c'est, quelque chose qui est de plus en plus, diagnostiqué parce qu'en fait, on est de plus en plus au courant de tout ce qui se passe dans le monde, de la destruction des écosystèmes, de la maltraitance des humains, des animaux, enfin, globalement, toute la maltraitance du vivant, on va le dire comme ça. Et donc, ça crée beaucoup d'anxiété, justement, beaucoup d'angoisse, de dépression, de plus en plus, en fait, chez les jeunes, notamment les adolescents. Pas de perspective d'avenir, pas d'envie, c'est très difficile pour certaines personnes. Et en fait, Joanna Macy, elle s'est intéressée beaucoup au... Alors, elle, c'était un peu de l'autre côté. Au départ, elle a créé ça parce qu'elle était très... c'était une activiste. Et donc, elle a côtoyé beaucoup d'activistes, de gens qui étaient dans ce milieu-là, qui faisaient beaucoup de burn-out, en fait. Et elle s'est rendue compte que, justement, encore une fois, c'est comment on relie les deux. C'est que ces gens-là étaient beaucoup dans l'action, dans la défense, dans allez, on y va et tout, dans la colère, la rage un petit peu, et en même temps n'allaient jamais voir leurs émotions profondes sur ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Et donc, le travail qui relie, elle a fondé ça sur une spirale en 4 étapes. Et une des étapes, c'est honorer sa peine pour le monde et avoir une place, en fait, pour le deuil, tout simplement. En fait, dans notre société, il n'y a pas l'espace pour ça. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué. J'étais très déprimée il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est parce que j'avais juste besoin de pouvoir dire, mais putain, je suis triste, quoi. Genre, c'est dur tout ce qui se passe sur la terre. Et en fait, d'avoir cet espace où on avait juste le droit de pleurer, justement, et qu'il n'y avait pas de mais bon, en fait, c'était interdit. Elle a dit: «Tout ce qui est espoir et positif reste en dehors de la pièce» et ça, mais rien que ça, justement, ça m'a fait trop du bien parce que je voulais juste être triste, en fait, à ce moment-là. Je voulais pas qu'on me dise: «Bah oui, mais bon, t'inquiète pas, ça va aller» ou «Oui, mais il y a des choses bien qui se passent aussi dans le monde», tu vois? En fait, c'est toujours le premier réflexe, mais moi, je voulais juste pleurer ma vie pour le monde, quoi et aller à fond dans mon émotion et pouvoir la faire sortir et pouvoir la vivre pleinement. Et ça m'a fait un bien, mais je suis ressortie, j'étais plus déprimée, quoi, du tout. Ouais, et puis parce que tout ça aussi bien ce qui se passe dans notre enfance et toutes ces grandes blessures qu'on a et aussi bien ce qui se passe dans le monde, tout ça, ça laisse des traces, en fait, même dans notre système nerveux, hein. Donc c'est vrai que, bon, on peut les ignorer jusqu'à un certain point, C'est finalement, ça. parce que ça laisse des traces dans notre système nerveux et puis on a cet état d'alerte qui est tout le temps là dans notre système nerveux et c'est ça aussi une des grandes origines de l'anxiété. Ah bah, il y a beaucoup de gens qui utilisent du coup, oui, tout ce qui est, surconsommation, jeux vidéo, consommation de drogue, d'alcool, tout ça, c'est beaucoup aussi pour fuir un petit peu, c'est des fuites quoi de ce qui de la réalité dont ils sont parfaitement conscients, mais ils ont du mal à s'en extraire aussi et donc il y a forcément des répercussions en fait, ouais. Ouais, et une question aussi que je voulais te poser, et c'est en lien avec ça, c'est souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que on veut s'échapper et on a ce bypass-là spirituel parce qu'on ne veut pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être parce que c'est trop énorme ou c'est trop douloureux. Tu parlais des abus dans l'enfance. Et comment, du coup, comment on sort de l'impasse, en fait? Parce que on s'échappe pour pas aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais on vit au quotidien avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, comment on fait?
Vous voyez un psychothérapeute transpersonnel. Non, mais c'est vrai que franchement, pour moi, la psychothérapie, ça devrait être, enfin, je sais pas, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. En tout cas, ça devrait être beaucoup plus accessible à tous. Et puis, ça devrait beaucoup plus être intégré dans notre vie juste normale, quoi. Mais comme la méditation, en fait, comme la respiration, comme pour moi, c'est des pratiques d'hygiène mentale. En fait, on en a quasiment pas de pratiques d'hygiène mentale. On en a physique, on en a ouais, bon, psychologique. Ça se rejoint avec ce qui est spirituel, mais c'est vrai que c'est pas du tout présent, pas du tout. On nous apprend pas ça à l'école, par exemple. Donc, c'est vrai que après, voilà, il y a plein de pratiques qu'on peut faire aussi tout seul, hein, mais il y a beaucoup de ressources sur Internet. Trouver ce qui est bon pour soi, ça va de tout à tout, hein. Ça peut être du yoga, un petit peu d'introspection avec de l'écriture. Enfin, en fait, de trouver déjà des moyens de rentrer en contact avec soi-même à travers différents exercices qui nous correspondent, la danse, la méditation. C'est déjà super. Après, ce que j'aime bien expliquer aux gens, c'est que on est souvent blessé dans le lien, même toujours quasiment. Enfin, en fait, on n'est pas blessé tout seul. On est blessé en relation et dans le lien avec d'autres êtres humains. Donc, de se guérir soi-même tout seul, il y a une limite pour moi parce qu'en fait, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un en face pour être et représenter ce lien, cette relation qui a besoin d'être guérie, d'être soignée, qui n'est pas accessible vraiment tout seul, en fait. En tout cas, jusqu'à un certain point. Donc, si en tout cas, on vit des choses vraiment handicapantes émotionnellement, psychologiquement, pour moi, c'est bien d'aller voir quelqu'un. Mmh. Et puis on peut peut-être, finalement, c'est ce que tu dis, commencer un petit bout de chemin tout seul et puis si c'est des choses, qui sont trop grosses, commencer aussi tout petit. Par exemple, 5 minutes de journaling le matin, juste d'écrire 5 minutes, pas plus, mais déjà toutes ces petites choses et puis après voilà, réaliser que quand on voit qu'on n'avance plus et ben, Ou que on ça va on va suffit voir que pas, donc ouais. ça suffit Mmh. pas. Mmh. Une autre question, je voulais revenir rapidement sur le yoga. Tu as ces personnes qui ont de l'anxiété, en psychothérapie. J'imagine que tu en avais aussi dans les cours de yoga. Comment le yoga pour toi, ça peut aider avec l'anxiété? Oh bah, plein de niveaux, ça ramène dans le corps, ça ramène à la respiration, ça force à calmer, à être dans le moment présent. Bah, c'est une des pratiques qui aide le muscle, dont on parlait au début, le muscle, qui sert à se calmer, en fait. C'est des ancrages, c'est-à-dire que quand on arrive sur notre tapis, quand on a fait plusieurs séances de yoga, c'est quasiment instantané. D'un seul coup, on s'assoit sur le tapis et je me sens déjà mieux, j'ai même pas commencé la pratique de yoga parce qu'en fait, le cerveau, c'est un peu aussi une éducation du cerveau et du système nerveux quelque part. Enfin, OK, quand je suis dans cet espace-là, je suis bien. Et en fait, du coup, il internalise ça et à force de le pratiquer, bah, hop, quand on se met dans cet espace-là, je suis bien ici. Et puis bon, la magie, oui, bien sûr, et la science des postures de yoga qui a été transmise depuis plus de 2000 ans, qui les postures c'est une technologie hein, du corps, c'est incroyable entre voilà, les méridiens, les points d'acupression, les formes, les muscles, est-ce que ça va venir étirer. Et puis, oui, un point non négligeable évidemment aussi, c'est que par exemple, quand on dit bah, les émotions, tout ce qui est émotionnel, traumatique est logé quelque part dans le corps. Donc, ça arrive très souvent que dans un cours de yoga, on se mette à pleurer, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, c'est parce qu'il y a une émotion. En fait, rien que de faire bouger le corps dans des zones on appelle ça les zones aveugles un petit peu, de faire circuler de l'énergie dedans, du mouvement dedans, ou d'amener de l'attention dedans, en fait, ça va. Alors, il y a certaines spiritualités, comme le bouddhisme, en fait, qui utilisent l'analogie que la lumière, en fait, elle est capturée par l'ombre et que donc, il faut qu'elle puisse se libérer en petits morceaux, enfin des petits morceaux de lumière, en fait, qui sont capturés. Et en fait, plus c'est dense, plus bas pour la lumière, ça va être difficile de bouger et se libérer. Et en fait, quand on commence à assouplir le corps, les zones qui sont dures, qui sont tendues, qui sont serrées, c'est comme si en fait on va aussi assouplir en fait quelque part cette ombre autour qui va devenir un peu plus souple. Et en fait, la lumière, elle va faire genre et au bout d'un moment, elle va pouvoir bouger assez, si tu veux, pour
se libérer en fait. Et à force de petits éclats de lumière qu'on libère, de petites perles, ils appellent ça de lumière qu'on libère, et petit à petit, pouf, 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 on retrouve de plus en plus de lumière, d'espace, de mobilité, de zones moins aveugles, moins tendues, moins coincées, etc. etc. Et c'est visible, hein, en tant que prof de yoga, on voit tout de suite là où les gens, ils n'ont aucune conscience. C'est genre, bouge ça, impossible, bouge cet endroit-là, impossible. Et puis un jour, cette partie-là, elle bouge, waouh, c'est incroyable. Et puis en fait, c'est tout qui se rigidifie en fait. C'est le corps, mais aussi le mental, c'est l'émotionnel, c'est tous les niveaux en fait de l'humain. En fait. Donc le yoga, non, mais c'est génial, c'est exceptionnel, c'est vraiment magique. Ouais, moi j'ai vécu ça aux premières loges quand j'étais au Yoga Institute à Mumbai. On avait un cours qui était le cours de yoga profond, ça s'appelait, ou un truc comme ça. C'était que des étirements profonds et donc on faisait vraiment pas beaucoup de pauses. Je pense qu'on devait faire peut-être 5-6 pauses en 1 heure, mais on restait longtemps dedans. Et je pleurais à chaque fois dans ce cours-là. Tous les jours. Je pleurais. Ouais. C'est bien, t'as libéré beaucoup de choses. Ouais, et je comprenais pas pourquoi. Et le prof, il venait me mettre sa main là au niveau de la poitrine. Il me disait, tu vois, ça c'est la vraie beauté, c'est ton vrai toi. Et moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Nice. Ouais, ça arrive quand même souvent que les gens ils pleurent dans les cours de yoga. Ouais, et puis on vient travailler avec le diaphragme, ça stimule le nerf vague. Enfin, il y a effectivement énormément de... Oui, sans oublier la respiration, tout à fait. Si on veut en apprendre plus sur la psychologie transpersonnelle et ou sur le yoga, est-ce que toi, il y a des ressources que tu recommandes, que ce soit un livre, un podcast, peut-être un point de démarrage pour quelqu'un qui veut en apprendre plus? Ouais, j'aimerais honorer au passage l'école que j'ai faite qui est le Césum à Paris, CESHUM, et notamment certains de mes profs et ma directrice Bernadette Blanc, qui est vraiment une femme exceptionnelle que j'adore, qui œuvre dans le transpersonnel depuis plus de 40 ans. C'est vraiment quelqu'un de très riche, très dingue. Et elle a écrit plusieurs livres sur le transpersonnel et sur la psychologie de la conscience, en fait, tout simplement. Donc, si on veut commencer, et c'est assez accessible, c'est-à-dire que sinon, j'aurais parlé des livres de Stan Grof, mais ils peuvent être un petit peu ardus à lire par moment, alors que Bernadette Blanc ou Brigitte Chavas, qui est aussi une de mes professeurs, une grande femme aussi qui a œuvré beaucoup, elles ont écrit, par exemple, Guérir l'ego, révéler l'être. C'est un très, très beau livre, très accessible, facile à comprendre, qui parle aussi de la psychologie transpersonnelle, la respiration holotropie, qui partage un petit peu des témoignages aussi. Donc voilà, donc je commencerai par des choses pas trop complexes peut-être. Ensuite, pour ce qui est du yoga, c'est dur parce que je ne saurais pas quel livre nommer, franchement, pour le yoga. C'est venez en cours. Ou aller en cours plutôt que lire sur le yoga. C'est ça. C'est ça, parce que c'est comme lire sur nager et ne pas aller dans l'eau, tu vois. C'est un peu bizarre. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est important de pratiquer essentiellement. Bien sûr. Ok. Merci beaucoup, Adélaïde. Merci pour tous ces éclairages. Merci infiniment. Camille. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.